Bonjour à tous et bienvenue au JT du Coin, l'émission qui récapitule les actus crypto de la semaine. Et depuis quelques jours, la première chose qu'on a pu constater, c'est que le sujet principal de la semaine dernière est toujours d'actualité. La SEC dirigée par Mark Uyeda continue de démolir tout ce que Gary Gensler avait fait. Dernièrement, ce sont les procédures lancées contre Yuga Labs et Kraken qui ont été abandonnées. Et les acteurs de l'industrie ont bien vu que c'était l'occasion de s'engouffrer dans la brèche. Coinbase a annoncé le 3 mars qu'ils avaient déposé une demande officielle d'information pour obtenir des détails sur les dépenses de la SEC dans le cadre de son combat don-quichotesque contre la crypto, et par extension découvrir combien ça a coûté aux contribuables états-uniens. Mais ce braquage administratif commis par Gary Gensler reste toutefois beaucoup moins terrifiant pour ses victimes que celui qui a eu lieu tout récemment chez Amouranth, une célèbre streameuse texane. Elle avait en effet révélé il y a quelque temps qu'elle était titulaire d'un compte Coinbase sur lequel se trouvaient 20 millions de dollars, ce qui a donné des idées à des criminels suffisamment déterminés pour agir. Le résultat, c'est que 3 hommes armés ont débarqué chez elle pour lui ordonner d'envoyer sa crypto à leur adresse avec son téléphone. Au cours de ces événements, elle a pu publier un message sur X et son mari, qui a vu le message qu'elle a publié, a réussi à tendre une embuscade aux agresseurs et tirer sur l'un d'entre eux, ce qui les a fait fuir. Contrairement à David Ballan, qui avait été victime du même genre d'attaque il y a quelque temps en France, elle n'a pas été enlevée, mais c'est encore une fois un rappel qu'il vaut mieux rester discret quand on détient de grosses sommes en crypto. Et sur le sujet des grosses sommes, cette semaine il y a eu une autre affaire qui a fait du bruit, c'est l'arrestation en Roumanie de Mohamed Amra, un criminel français notoire qui a commencé sa carrière alors qu'il était encore mineur et qui a désormais 31 ans. L'année dernière, il s'était évadé pendant un transfert entre la prison et le tribunal, ce qui a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Et le rapport avec la crypto, c'est qu'il y a quelques jours, lorsqu'il a été retrouvé par les forces de l'ordre roumaines, il a tenté de les corrompre en leur promettant 2 millions de dollars en crypto. Mais ça n'a pas marché et il est aujourd'hui de retour derrière les barreaux. Comme quoi, à défaut de pouvoir dire que le crime ne paie pas, au moins on peut dire qu'il ne paie pas toujours et que la crypto n'y change pas grand-chose. C'est d'ailleurs également vrai lorsqu'il est question de milliards et pas de millions, puisqu'avant-hier, c'est Sam Bankman-Fried qui en a fait l'expérience. Le soi-disant trader de génie le plus détesté de la planète a participé avant-hier à un entretien à distance avec Tucker Carlson, un animateur télé très connu aux États-Unis. Et il s'est permis de dire, entre autres choses, qu'il ne pensait pas être un criminel. Visiblement, dans son esprit, priver des milliers de gens de leurs économies durement gagnées, c'est pas vraiment un crime puisqu'il ne les a pas directement poignardés. Heureusement, ce guignol va rester en prison encore quelques années. Et il risque de ne pas pouvoir faire des entretiens du genre aussi facilement à l'avenir. Immédiatement après celui-là, il s'est retrouvé en isolement parce qu'il n'était pas censé discuter avec des journalistes comme bon lui semble. Quoi qu'il en soit, pendant qu'il est en prison, un peu plus au sud, c'est un autre milliardaire qui a fait parler de lui, et celui-ci n'est pas en prison malgré toutes les controverses autour de sa fortune. Ricardo Salinas, 3e personne la plus riche du Mexique, s'est entretenu avec un journaliste de Bloomberg le 4 mars. Et il a déclaré que son portefeuille était constitué à 70% de Bitcoin, alors que les 30% restants sont essentiellement constitués d'or et d'actions de sociétés minières, les actions de sa société n'étant pas comptées dans ces pourcentages. C'est un changement plutôt radical par rapport à 2020, puisqu'à l'époque le Bitcoin ne représentait que 10% de son portefeuille liquide, même si dans l'absolu c'est déjà beaucoup étant donné la taille du portefeuille en question. Et puis, il faut préciser aussi qu'une grande partie de l'augmentation du pourcentage pourrait être expliquée par l'augmentation du prix du Bitcoin. En achetant en 2020, il suffirait de ne rien vendre pour que 10% deviennent 50%, en supposant que le reste du portefeuille conserve la même valeur. En tout cas, c'est un indice de plus qui montre que pour l'instant, les investisseurs les plus optimistes semblent encore être dans le secteur privé. Du côté des institutions, des États et des organisations supranationales, l'optimisme n'est pas toujours présent. C'est ce qu'on a notamment pu constater cette semaine lorsque le FMI a imposé au Salvador d'arrêter d'investir dans le Bitcoin avec de l'argent public. En échange du $1,5 milliard de dollars que le FMI prête à ce petit pays en difficulté, ils leur interdisent de se constituer une réserve stratégique qui leur permettrait peut-être un jour d'accéder à une véritable indépendance financière. Car bien que le Bitcoin reste un actif très volatile, dont les dangers sont réels du point de vue d'un gestionnaire d'actifs, il est difficile de prétendre que ce n'est pas là également un moyen pour le FMI de tenter de conserver son pouvoir. Et ce, malgré le fait que cette organisation, aux pratiques usurières et mortifères pour les pays qu'elle est censée aider, n'a plus aucune légitimité depuis que le système Bretton Woods a été abandonné, puisque sa première raison d'être était de s'assurer que le système Bretton Woods fonctionne. En outre, cette décision, provenant d'un organisme dont le quartier général est à Washington DC, paraît encore plus hypocrite cette semaine parce que Donald Trump vient de signer un ordre exécutif de mise en place d'une réserve stratégique en Bitcoin et autres crypto-monnaies aux États-Unis. Malgré les espoirs des maximalistes qui voulaient voir leur Donald préféré acheter du Bitcoin en masse pour créer une réserve remplie uniquement de Bitcoin, le président états-unien a décidé de remplir cette réserve essentiellement avec des actifs saisis par la justice. Et ça inclut le Bitcoin, mais aussi Solana, Ripple et Cardano par exemple, qui ont été mentionnés dans un message publié sur Truth Social. Mais la liste ne s'arrête pas là puisque c'est en fait l'ensemble des actifs numériques saisis qui en feront partie. Il y a juste une distinction qui est faite, c'est qu'il y a d'un côté le Bitcoin, dans une réserve stratégique de Bitcoin, et de l'autre côté, toutes les autres cryptos au sein d'une réserve d'actifs numériques des États-Unis.
Dans un cas comme dans l'autre, il sera éventuellement possible d'y apporter plus d'actifs, mais seulement d'une façon qui reste neutre pour le budget national américain. Ce qui veut dire que le gouvernement américain ne va pas subitement ouvrir les vannes et investir $1 trillion d'un coup. Un scénario complètement impossible mais sur lequel l'optimisme de certains semblait reposer. Du coup, les prix sont partis à la baisse alors que c'est une excellente nouvelle sur le long terme, malgré les inconvénients mentionnés par Arthur Hayes dans sa publication précédente sur le sujet. Quoi qu'il en soit, il faut le dire, Donald Trump n'est pas empereur de l'humanité et il y a aussi beaucoup de pays qui refusent d'intégrer la crypto à leurs réserves. C'est le cas de la Suisse dont le président de la Banque Centrale Nationale a indiqué il y a quelques jours que le Bitcoin est encore trop volatile, pas assez liquide et trop peu fiable à cause des risques techniques inhérents à un logiciel informatique pour être intégré à la réserve nationale. Tout le monde n'est pas d'accord avec lui, mais il reste président de la Banque Centrale Suisse, alors pour le contredire, il va falloir que nos voisins signent cette proposition de référendum. Et pour l'instant, les 100 000 voix requises n'ont pas encore été recueillies. Ils ont encore jusqu'à la mi-2026 pour le faire, alors on leur souhaite bon courage pour y parvenir. Et chez nous, dans l'Union Européenne, la news de la semaine, qui casse pas 3 pattes à un canard, il faut l'avouer, c'est que l'ESMA a apporté des précisions sur les règles vis-à-vis des monnaies stables. En l'occurrence, ils ont expliqué que même si l'achat et la vente des monnaies stables non conformes sont interdits, la garde et le transfert de ces monnaies non conformes sont autorisés. Donc voilà, maintenant, vous pouvez stocker vos monnaies stables non conformes sur une plateforme certifiée MiCA et les regarder prendre la poussière comme dans un vrai compte bancaire. Enfin, en ce qui concerne le marché général, s'il y a une tendance qui a émergé ces derniers temps, c'est un recul des meme coins qui ont beaucoup déçu les amateurs de crypto après le lancement des jetons Trump et Melania. Bien sûr, les meme coins ne sont pas morts pour de bon, ils ne le seront jamais vraiment de toute façon. Mais c'est l'occasion de réfléchir à quels autres types d'actifs vont dominer le marché et déchaîner les passions dans les mois à venir. Pour cela, je vous invite à lire le rapport de Bobby Young de CoinGecko qui parle un peu de ce sujet. Et maintenant que nous en avons fini avec les actus de la semaine, je vous rappelle qu'en plus de cette émission, le Journal du Coin vous offre aussi un canal Telegram d'informations en direct auquel 12 000 d'entre vous sont déjà abonnés. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous appréciez être au courant de tout de suite. Et dans tous les cas, j'espère qu'on se reverra très prochainement pour notre vidéo suivante sur la chaîne YouTube du Journal du Coin. À bientôt!